Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. On en vient à ce sujet, évidemment. Le verdict de la HAC à l'encontre donc du journaliste Babila a ouvert une boîte de Pandore sur les marchés publics. En effet, un coup d'œil sur l'ensemble permet de convenir à un recours excessif au gré à gré comme mode de passation des marchés, des chiffres qui remettent au goût du jour un vieux débat donc sur la corruption dans le secteur public en Guinée. On essaye de comprendre, mesdames et messieurs, ce matin, pédagogie avec notre invité, vous le voyez à l'écran, qui n'est autre que monsieur Fodé Oumar Touré. Il est expert donc en passation des marchés publics. Il est avec nous ce matin en studio, mon cher Tamba, pour planter le décor, évidemment, avant d'en venir avec notre invité. On va essayer de partir avec un extrait, si vous permettez. Vous allez essayer peut-être de planter, d'expliquer à nos auditeurs ce que l'on va entendre tout à l'heure. C'est un peu l'histoire que l'on redit ce matin pour que nos auditeurs, pour que les Guinéens dans leur ensemble comprennent que on n'est pas nécessairement en train d'aller sur la bonne voie, en particulier dans le cadre de la justice. Vous allez entendre des cadres, c'est un audio qui est déjà passé sur nos antennes, vous allez entendre des cadres des travaux publics, justement, auditeurs, auditrices, qui discutent de la manière de mieux se couvrir pour contourner les règles en matière de passation de marché public. On parle bien du ministère des Infrastructures, le fameux dossier qui a fait partir Yaya Sow une bonne partie de son cabinet. On revient à cela parce que un des hommes dont vous allez entendre la voix, qui est de mèche et d'intelligence avec ses camarades pour contourner la loi dans le cadre de passation de marché public et qui était par ailleurs directeur général du Fonds d'entretien routier, vient d'être promu directeur général de l'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Un peu pour nous dire où est-ce qu'on est en train d'aller avec la République. Nous ne disons pas que la justice n'a pas fait son travail, mais on se pose des questions quand même sur cette nouvelle nomination, cette nouvelle promotion, avec tous les fonds qu'il y a à l'ANAIM. On pourchasse M. Bangoura parce que on le suspecte d'avoir détourné des fonds, mais celui qu'on y ramène a quand même dit ce que vous allez entendre dans cet audio-là, et c'est à la surprise générale, et ça très très belle coïncidence, parce que nous avons un expert pour ce qui est de la passation des marchés publics en Guinée. On l'entendra sur ce qu'ils ont appelé la cotation. Voilà. Préparez-vous, ça se passe en Guinée. Il faut que la population ait les retombées de ces petits travaux là, parce que ce pas des travaux spécialisés. Il ne faut pas donner ça à des grandes entreprises, ça ne sert à rien. Parce que j'avais voulu que ça soit une grosse entreprise qui ait le marché et qui soutient ça à des petites entreprises, mais ça les fait beaucoup de prix. Parce que peut-être la grosse entreprise, c'est une raison sociale. C'est une raison sociale, voilà, seulement. Donc la question de raison sociale, on a saucissonné ça en sous-petit. Voilà. Et comme tu as dit, saucissonné. Oui, c'est bien lourd. Alors c'est interdit ça dans le marché. Oui, normalement c'est interdit. Voilà. Normalement, c'est vrai, là. Mais maintenant, normalement c'est interdit. Voilà. Maintenant, tu viens de voir à compte 30%. Oui. Pourquoi? À l'époque, parce que le compte de marché, quand c'est des travaux, c'est 20%. C'est 20%. À l'époque, c'est effectivement pour le cas social. Toujours dans le même cas. Tout ça, c'est. Mais dans ce cas-là, c'est pas son. Voilà, c'est 20%. C'est marqué là. Non, ça, c'est l'année dernière, ça. Ça, c'est l'année dernière, c'était pour la campagne. Pour cette année, ça. Mais la vie des entreprises que je vois, c'est. Voilà, on est en train de mettre ça à jour maintenant. Pour cette année. Donc, ça va être 20%. C'est 20% général. Comment tu as su ça que c'est pas suffisant? On fait ensemble avec Touré, j'ai dit, si c'est pas sur mon équipe là. Parce que fourniture et autres services, c'est 20%. Oui. Mais tout ce qui est intellectuel, les travaux. Et là, c'est 20%. Même dans les contrats, on a mis 20%. D'accord. C'est 20%. Maintenant, ça c'est bon. En fait, maintenant, quelle est la solution que vous avez trouvée pour. La solution qu'on a trouvée pour se couvrir. La solution qu'on a trouvée pour se couvrir, c'est de passer par cotation. Par cotation, c'est-à-dire en donnant des sous-petits lots de 150. Mais on fait une autre technique. Au vu de la situation actuelle, des inondations par-ci par-là, il serait aberrant de donner ce contrat à une seule grande entreprise. Et pour des raisons sociales, comme vous venez de le dire, on a préféré que pour des questions d'efficacité également, et de déployer tout le monde sur le terrain, on procède par des tout petits lots. Donc tu as parlé de ça avec Kourouma. Avec Kourouma, ouais.
Non, maintenant, c'est pas pareil. C'est ça, je voulais on peut l'appeler. Appelle-le par WhatsApp. Attendez, je l'appelle maintenant. Parce que lui me dit, il va faire ça par cotation. Je dis, ben, ça sort quand il. Je pose la question. Lui me dit que par lui, selon son expérience, ça va pas être fait avant vendredi, oui. Pour moi, lui me dit autre chose, c'est quoi? Vendredi à quelle France? Vendredi à venir là, parce que. Mais appelle-le. Déjà, l'état des lieux des contrats, de cette contrat. Nous, on a pratiquement bouclé. Vous avez tout le monde répondu présent. Non, tout le monde n'a pas. Vous avez vu, on est en train de mettre les couleurs là. Si vous regardez, il y a les couleurs bleues, les couleurs rouges, etc. Ici, tout de suite là. Donc. Mais c'est pas les mêmes entreprises, c'est les entreprises de l'année dernière, non? Non, ça c'est des entreprises de cette année, monsieur. Je ne vois pas, c'est écrit conseiller principal, secrétaire général, etc. Mais pourquoi vous mettez OK? Non, ça veut dire que les entreprises ont déjà reporté, les contrats sont déjà faits. Et pourquoi vous mettez 45 millions? Non, ça c'était pour l'année passée. Donc c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, on va changer quoi. C'est le fichier de l'année, comme c'est le même allotissement pratiquement, vous pouvez taper là, voilà. Double cliquer seulement, ça va me donner 20. Parce que les taux de curage, comme on est oublié, pour les 5 entreprises là qui ont été payées généralement, ça a été 20% qu'on a payé. Non, mais tu sais, mon gars. Il est où le gars ici? Ah, c'est la j'ai vu. C'est pas ça. J'appelle pour moi. Appelle-le. Bon. Il est énervé là, parce que je l'ai fouillé dessus tout de suite. Pardonnez. Kikouma. Ouais. Ah, c'est pourquoi tu l'as pas mis. Il faut pardonner. C'est pas facile. Il a mangé de là jusqu'à 23 heures. Vous avez mis là, vous avez vu dans le bouquet là. On a sorti ça hier, tout ça là. On a envoyé à Kounou en question. Il avait même appelé Kounou. Oh, ouais. Non, on a fait plus ça. Il m'a envoyé un contrat chiffonné là. Ok. Il a dit, mais toi là, tu lis même pas, il y a des fautes dedans, des trucs. Il faut pardonner, chier quoi. Il faut pardonner. Il est le PRP d'ici. Pardonnez, Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télé. Merci de votre fidélité, mon cher Tamba. On a écouté ce document qui n'est pas sa première diffusion, justement. Qui n'est pas sa première diffusion. On va bien se poser la question, où est le besoin de rappeler ça? Il y a quelques mois en arrière, nous avons diffusé cet élément et d'autres dans le cadre de nos enquêtes. Il ressort clairement que des cadres au ministère des Infrastructures se sont assis pour contourner délibérément les règles en matière de passation des marchés publics. L'expert que nous avons reviendra tout à l'heure là-dessus sur ces questions-là. L'audio nous étant parvenu, nous nous sommes mobilisés, nous sommes allés les voir pour savoir ce qu'il en était. Ils ont essayé tant soit peu de contourner un peu la procédure. Quand ils se sont retrouvés coincés la mine, je vous dis, à ce jour-là, c'est moi qui étais là à la modération. J'arrivais, quelqu'un leur a dit, s'ils passaient par moi et que j'acceptais, je réussirais à mobiliser mes collègues Mara et Jacques pour qu'ils laissent tomber cette affaire. Avec de très très belles promesses. Un d'entre eux, par personne interposée, qui connaît un de nos collègues, a passé par lui pour nous proposer de l'argent. On a dit que ce ne serait pas possible. Et voici ce qui va se passer plus tard. Il va dépêcher chez moi un de ses camarades qui vient me voir et qui me prie de laisser tomber avec des formules comme quoi j'ai aidé d'autres personnes. Tu peux demander à un tel. Chacun de nous peut un peu. Je sais faire des choses. Vous-même, ça va vous profiter pour la vie. Si vous acceptez de ne pas en parler. Alors, au bout, ce que je fais, j'ai dit, bon, écoute, cette affaire-là, tu vas rencontrer mes collègues avec moi. Je le prends et on vient voir, je viens voir Jacques et Mara en un endroit spécifique. Dès qu'on finit notre rencontre, on se dit, à cette allure,
c'est quelqu'un d'autre dont elle n'aimerait pas avoir l'appel qui va nous appeler. Parce que ça nous appelait de partout. Des pressions, y compris au niveau familial. On a dit, nous allons rencontrer une autorité et lui faire savoir ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons fait. Le dimanche qui a suivi, ils vont être suspendus. Ils vont donc être suspendus. Et lundi, nous avons diffusé cet élément-là. Il y a dans cette bande que vous avez entendu une voix plus douce, plus lente en termes de débit, et qui posait des questions et qui demandait des clarifications. Pour une raison simple. Ce n'est pas normal que le directeur du fonds d'entretien routier se retrouve avec les techniciens des travaux publics quand il s'agit de montage sur les travaux à réaliser. Lui, c'est un financeur. Ce monsieur Condé, dont vous avez entendu la voix, nous a clairement dit, à nous tous, qu'il n'a jamais rencontré les cadres du ministère des Infrastructures quand il s'agissait de décider de comment est-ce qu'il fallait passer les marchés. Il nous l'a dit dans son bureau. Mohamed Mara lui a dit, monsieur le directeur général, on veut vous reposer la question. On peut se taire sur ce dossier à condition qu'on ait la vérité. Vous nous confirmez que vous n'avez jamais assisté à une réunion au cours de laquelle vous vous partagiez des marchés? Il dit jamais. Il dit, s'il y a le Saint-Coran, je peux jurer dessus. Il dit, ah bon? Sans savoir qu'il y avait l'audio. Il savait, on lui a dit qu'on avait un audio, mais il pensait qu'on bluffait. Ouais. Je crois qu'ils ont l'habitude de rencontrer des journalistes et moins cher, quoi. Et rapide, tu réussis à... C'est ce qu'il pensait. Parce que dès qu'on sort de son bureau, il va faire appeler un de nos camarades pour lui dire... Il va faire appeler, parce que c'est même pas lui directement, non, lui dire... c'est avant d'arriver à son bureau qu'on a reçu l'appel. D'accord. Mais quand on sort de son bureau, voilà, la pression monte et il refait la même offre à Lamine. Et on va donc rencontrer les autres cadres de fil en aiguille. On prend donc la décision, comme je le disais, de le transmettre. Lamine, quand j'ai vu le décret dit Ali Condé, qui était directeur du fonds d'entretien routier et qui vient d'être nommé directeur général de l'ANAIM. Au fonds d'entretien routier, c'est beaucoup d'argent. À l'ANAIM, c'est aussi beaucoup d'argent et en dollars, bien plus qu'au fonds d'entretien routier. C'est financé directement là-bas par les sociétés minières et ils ont la capacité de lever également des fonds. C'est ce monsieur qu'on entend dans cet échange-là que l'on va donc propulser là-bas. J'avais une hésitation parce que je me disais, mais est-ce que c'est le même? Alors, j'ai donc recouru à 2 ans plus tard cet article d'un site partenaire qui écrit, justement, qui porte sur la désignation de Ali Condé en remplacement de Souleymane Traoré, ancien directeur général du FER. Je me pose donc la question, est-ce que c'est le même? Alors, l'article dit clairement que le monsieur dont il est question était anciennement en service à Infrastructure Canada, qui en devient le nouveau directeur général. Donc, il devient le nouveau directeur général du FER il y a 2 ans. Alors, j'ai poussé un peu plus loin pour savoir s'il s'agit véritablement de la même personne. Alors, au niveau du Canada, je suis tombé sur cet élément. C'est le répertoire général des employés du Canada. Alors, effectivement, Ali Condé, sauf que là, c'est Ali Damalaï Condé, qui travaille en tant qu'analyste des politiques pour infrastructure au Canada. Ça correspond pile poil avec l'article de Mosaïque qui dit qu'il était à Infrastructure Canada et qu'il vient être nommé directeur du fonds d'entretien routier. Donc, même si vous avez Ali Condé ou Ali Damalaï Condé, vraisemblablement, il s'agit de la même personne. Il y a toute la désignation là-dessus. Bien. Prénom Ali Damalaï, nom de famille Condé, poste analyste politique, un numéro de téléphone qui est là, le télécopieur, il a son adresse mail, son adresse donc d'existence à René Lévesque, dans la province du Québec, au Canada, et Lamine avec tous les autres détails qui vont un peu plus loin, au-delà de cela. Il a donc des éléments particuliers. C'est donc les ponts majeurs, nouveau pont sur le Saint-Laurent, et puis politique et relations externes.
Que les Guinéens apprennent donc. Ces cadres ont été portés devant nos tribunaux. Ils ont certainement été blanchis. Mais il y a cet audio. Notre justice peut... Moi, je ne commande pas une décision de justice rendue souverainement. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'entre-temps, les Guinéens doivent savoir de nouveau qu'il y a cet audio. Bien. Que ce monsieur a participé à tordre le cou à la réglementation en la matière, et ils le disent très très clairement, c'est illégal, mais pour nous couvrir, nous allons procéder par cotation. Cotation, je ne sais pas ce qu'il en est. Bien. Il nous dira ce qu'il en est. Et puis plus loin, la CRIEF. Ils sont donc libérés, mais nos auditeurs doivent comprendre que le monsieur a quitté une belle mangeoire pour une autre plus belle mangeoire. Avec ce passé-là, et on pose la question de comment on fait cette désignation à la présidence. Je crois savoir que l'ANAIM est encore toujours sous tutelle de la présidence. Tout comme le fonds d'entretien routier pour les aspects financiers, enfin j'en sais rien. Mais je le redis encore une fois, mais est-ce que c'est nécessaire que je dise qu'il faut faire une enquête de moralité? Je pense que c'est pas nécessaire. Mais et la CRIEF, parce qu'ils connaissent tout le dossier, ils connaissent l'affaire. Et ils n'ont rien fait. Ils ont quand même décidé tout simplement de le reconduire. Parce qu'il y a une justice qui a dit, bon, ils sont indépendants avec tout ce que l'on a suivi autour de ce dossier. Je termine avec cette phrase. Le monsieur que vous entendez avec la grosse voix, parent de Massanta, l'ancien secrétaire général de ce département, m'a rencontré. On s'est croisés un jour alors que nous sortions de votre formation sur la passation des marchés publics, et il m'a dit, vous avez sali mon nom, vous en êtes pris à moi, mais je vais revenir dans votre studio là-bas, vous laver proprement. Celui dont vous entendez la voix ici, qui discute de comment on va sectionner les marchés là, c'est lui qui a osé me dire ça. J'ai dit, monsieur, si tu fais ça, ça va me plaire. Viens, tu seras notre parfait invité, parce que je lui ai dit, nous t'attendons. Avec ce type d'audio, des gens qui auraient dû répondre, qui ne répondent pas, et qui reviennent vous menacer quand ils vous croisent dans la rue. Alors qu'on n'a fait que diffuser une bande sonore dans laquelle ils apparaissent bien clairement. On n'a même pas diffusé l'intégralité. Hein. Oui, c'est cela, exact. Voilà. Vous restez avec nous. La pédagogie, c'est ce qu'on sait faire aussi à Espace. Dans un instant, avec notre expert. On en vient évidemment à notre invité, Madame Yoro. Hein, voilà, et il est avec nous, Fodé Oumar Touré, expert en passation des marchés publics. On essaie de comprendre ce matin, Madame Yoro. Bonjour, Monsieur Touré, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, Madame. Bonjour à vous tous. Il y a un mot qui retient l'attention dans cet audio qu'on vient d'écouter, procéder par cotation. Quand procède-t-on par cotation lors d'un marché public? De l'attribution du marché. Oui, merci Madame Yero. La cotation se fait, c'est une procédure de passation, mais pour les petits marchés. Comme si on dirait, en finance publique, les menus dépenses. Les menus dépenses, il y a un arrêté qui fixe les seuils de passation des marchés. Pour les marchés de travaux, c'est à moins de 500 millions qu'on peut passer par la cotation. Pour les marchés de fournitures et de prestations, c'est 150 millions. 150 millions. Et ça, c'est au niveau central. Au niveau déconcentré, c'est-à-dire dans les régions, dans les préfectures, dans les communes et les organismes publics, le montant change. Pour les travaux, c'est 400 millions. Pour les fournitures et les prestations, c'est 100 millions. Donc, on considère que vous voulez acheter des tables, des fournitures de bureau. Ça, c'est les fournitures. Un budget, une allocation budgétaire. Retenez ça très bien parce que je reviendrai sur... j'ai entendu des horreurs, ça m'a fait mal à la tête. Les crédits qui vous sont alloués, quand ils sont inférieurs ou égaux à 100 millions pour les fournitures, pour les prestations, vous pouvez passer par cotation. Ça veut dire quoi? Que vous invitez un minimum
de 5 entreprises ou 5 fournisseurs ou prestataires de services qui sont shortlistés déjà chez vous. Il y a la présélection. La présélection signifie que d'abord ces entreprises-là sont identifiables, sont agréées, ont la capacité technique et financière à passer ces marchés. Retenez bien, capacité technique et financière à passer ces marchés. Ouais. Alors, quand vous avez fait toutes ces analyses, vous les shortlistez, ils sont dans votre base de données. Oui. Vous pouvez les inviter à compétir. Ouais. Chacun fait son offre et ils compétissent comme s'ils étaient en appel d'offres ouvert. Alors, voilà la cotation. Ce que vous nous dites, la cotation ne signifie pas donner de facto les marchés à des entreprises. La cotation ne signifie pas que si je suis autorité contractante, je peux donner à mon oncle, à ma cousine ou à ma petite amie. Ça signifie que je fais participer des entreprises qui ont la capacité technique, la capacité financière, la compétence, n'est-ce pas, et qui ont été présélectionnées, qui sont dans ma base de données, je peux les faire compétir. Ils concourent à avoir ce marché-là. Ils font des offres qui vont être analysées comme si nous étions dans le cadre justement de cette enquête. Je peux confirmer exactement tout ce que vous venez de dire, parce que je me souviens, on a cette liste-là qui était en vigueur. Je crois que c'est annuellement que c'était révisé au niveau du ministère des Infrastructures. La liste justement qui était valide pour l'année 2022, nous l'avions justement. Mais ce qui nous avait surpris, c'est que d'abord, et ça c'est tout le sens de ma question, est-ce que le financier qui était le directeur général du fonds d'entretien routier devait participer à cette réunion au cours de laquelle on avait le secrétaire général, le directeur lui-même de l'entretien routier et d'autres cadres. Ils étaient tous réunis. Et d'ailleurs, si on ne peut pas tout diffuser parce que c'est très long, on a 2 bobinaux très longs, mais vous entendrez même des noms d'entreprises. Même des noms d'entreprises là-dedans. Maconater. Alors, Tamba aime vraiment ce nom-là, Maconater. En fait, pour être précis sur ce que Mara dit, c'est on a dans l'audio, vous entendez clairement dire bon, on va donner ça à Maconater. On va donner ça à tel. Ça c'est pour tel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ok, on va donner tel nombre, par exemple 22 par exemple à tel. On va te donner 7 marchés à toi, ainsi de suite. Alors, mais curieusement, nous avions découvert que même le planton du département qui avait figuré dans ce dossier, lui-même avait une entreprise qui compétissait. D'abord, est-ce que le financier lui-même devait être à cette réunion? Deuxièmement, comment comprendre que les cadres se répartissent les lots? Parce que c'est par lot. Donc ils disent, toi tu vas prendre tel nombre de lots, toi tu vas prendre tel nombre de lots, et puis maintenant à chacun de donner ces lots-là aux entreprises. Est-ce que ça se passe comme ça? Monsieur Mara, j'ai pitié de nous. Vous savez, notre problème, c'est quoi? Notre pays a les textes les mieux élaborés, je vais dire. Mais l'application, c'est Jacques qui parlait tout de suite d'éthique. Le problème de la Guinée, c'est l'éthique. Un point trait. Il y a un arrêté d'application du Code des marchés publics. Je dis un arrêté, je m'excuse. Un décret d'application du Code des marchés publics qui fixe les commissions de passation, qui fixe les cellules de passation. Celui dont vous parlez ne fait pas partie. À aucun moment, le fer ne peut intervenir. À aucun moment. Les grandes gueules. Si le marché se passe au ministère des Infrastructures, à aucun moment, le fer ne fait... Je vous donne le décret, vous pouvez... je peux même le télécharger pour vous, vous pouvez le lire. C'est le décret 030 qui parle de l'organisation des attributions des autorités contractantes. Bien. Et c'est au niveau des autorités contractantes, n'est-ce pas, que la commission de passation des marchés publics est installée. Sous
la présidence de la personne responsable des marchés publics. Alors, la semaine dernière, jeudi, nous parlions ici de ce marché-là d'extension, mais aussi de rénovation de la maison centrale de Conakry. Une même notion revient, corrigez-moi parce que ce n'est pas ma matière, mais revient sans cesse. Et c'est ce qu'on avait remarqué aussi avec ce dossier aux travaux publics, c'est cette sorte de morcellement, je ne sais pas si vous l'appelez structuration, fractionnement. Les grandes gueules. J'en viens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des mangeurs de saucisses. Je vous donne un exemple tout simple. Je vous donne un exemple. C'est grave. Je vous donne un exemple tout bête. Quand vous prenez le carrefour Constantin, jusqu'au niveau du carrefour de Madina, si ma mémoire est bonne, je crois que ça faisait 1 km 900, je crois. Ils ont fait en 3 Non, non, il y en a plein. Il y a plein il y avait plein d'axes et ils ont procédé à des... Le trajet là, c'était, je crois, en 3 lots. En 3 lots, c'est ce que je veux lui dire. C'est-à-dire sur 1 km 9, ils ont découpé en 3 lots. Et j'ai encore les noms, d'ailleurs si on réécoute l'émission, vous entendrez encore les noms des entreprises qui ont bénéficié de ces 3 lots-là. Est-ce que cela se fait? Si oui, sous quelles conditions? Parce qu'à la maison centrale, comme vous avez dû nous entendre, vous avez vu qu'il y a un gros paquet pour la maison centrale, mais on a morcelé en plusieurs lots. On viendra tout à l'heure à l'identité des entreprises qui ont concouru, mais plusieurs lots comme ça qu'on fragmente. Et puis, comment vous l'appelez d'abord dans votre jargon technique? Et fractionnement. Et dans quelles conditions on peut fractionner? Justement. Merci. Alors, peut-être avant d'amener de répondre à la question, on a un juriste qui nous écoute depuis la France qui dit, étant juriste spécialisé dans les marchés publics, c'est Kerno Ashba, je vous informe que cette pratique s'appelle donc le saucissonnage en France. Elle est punie par l'article 432-14 du Code pénal et aussi devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle est également punie en République de Guinée. D'accord. Si vous prenez le Code des marchés publics, les articles 156, 157 jusqu'à 159 sont consacrés aux irrégularités pouvant être commises en marché public et les sanctions possibles de ces irrégularités. D'accord. Les grandes gueules. Et quand le chapitre s'est invité dans le Code des marchés publics, le petit A des irrégularités, des infractions possibles, c'est le fractionnement. Le petit A. On a commencé par ça. Le petit A, c'est le fractionnement. Dans l'audio que nous venons d'écouter, c'est mea culpa. C'est mea culpa. Les gens ont été jusqu'à dire pour nous couvrir. Non, c'est pas un mea culpa. Enfin, l'un d'eux a enregistré. Il ne savait pas. Ah, d'accord. C'est l'un des participants même qui a enregistré toute la réunion. Le bobino est beaucoup plus long que tout ça. Non, mais alors, vous comprenez, ce qu'il dit est totalement bien fondé. Et la CRIEF a dit par ailleurs qu'ils sont sains. Ils sont blancs. Non, ils n'ont pas suffisamment d'éléments. Ça, c'est autre chose. Voilà. Non, ce que la CRIEF a dit. On pourra revenir sur ça. Mais ce qui est clair, vous avez demandé quand est-ce que le fractionnement est permis. Le fractionnement n'est absolument pas permis. Il est prohibé, sanctionné et c'est une faute pénale. C'est une faute pénale. Ce qui est permis en marché public, c'est l'allotissement. Qu'est-ce que vous appelez l'allotissement? De l'eau. Oui. De l'eau. Bien. Un marché peut être sectionné en lots. Les grandes gueules. Faudrait-il que ce ne soit pas fait comme Tamba l'a décrit? La nature est la même. Et, disons, même les intrants sont les mêmes. Comme il a dit, 1 km 900 de route à bétonner. Et puis, on sectionne ça en 3, 4, 5 entreprises. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. D'accord. Alors, mais une entreprise ce qui est possible, l'allotissement, je vais vous parler de l'allotissement. C'est-à-dire partager en des lots différents. C'est quoi en réalité? C'est un marché qui a beaucoup de composantes. Et les composantes sont différentes les unes des autres dans leur nature et même peuvent être détachées indépendamment pour faire, n'est-ce pas, pour être réalisées indépendamment.
indépendamment. Or, dans le cas, par exemple, de Constantin, ce n'est pas possible, c'est la même chose. C'est la même nature. C'est le gravier, c'est le ciment, c'est le béton, on les a vus travailler. Alors, bon, écoutez, ça, ce n'est pas possible. Pour le cas, par exemple, je viens. Allez-y. Vous savez, un marché public, ça commence par quoi? Ça ne commence même pas par le fait de la passation. Ça commence par le fait du crédit. Le fait du crédit. Le budget alloué à un ouvrage. Quand ce budget est unique, vous ne trouverez dans aucun budget où on va dire c'est le budget alloué à Constantin du 1er mètre à 1000 mètres, après de 300 mètres. Non, on dit simplement revêtement routier, ou bien bétonnage, puisque c'est ce qu'ils font, ou butimage. Dans les crédits d'investissement, on donne 500 millions. Ce 500 millions ne peut pas être partagé, sauf si il y a des travaux qui peuvent être réalisés de façon séparée et indépendante. Là, on peut faire des lots. D'accord. On peut faire des lots. Et là encore, il faut demander l'autorisation de la Direction générale du contrôle des marchés publics, l'avis de non-objection, et que le ministre autorise, que vous allotissez. Et une fois, et dans la demande, c'est précisé, si les entreprises peuvent avoir un ou deux lots ou peuvent aller en groupement, c'est précisé. Est-ce que vous voyez? Ou si on peut donner séparément. Bien précisé. Omar Touré, expert donc en passation des marchés publics, est notre invité ce matin. On essaie de comprendre. S'il vous plaît. Voilà. Dans la même ligne, dans le même ordre d'idée, par exemple, pour le cas de la maison centrale, il y a des entreprises qui viennent concourir. Et nous découvrons que des 4 entreprises, par exemple, vous en avez 2 qui sont immatriculés à la caisse de sécurité sociale, les grandes gueules, mais dont les comptes sont débitaires. Et ils ne sont pas à jour. Ils doivent. Ils doivent, là-bas. Il y en a 2 autres qui ne sont même pas, qu'on ne retrouve même pas dans la base de données de l'APIP. Donc là où les entreprises sont enregistrées. Mais il y a pire. C'est que lorsque vous regardez le domaine d'intervention, par exemple, de ces sociétés, il y en a 2 dont le domaine d'intervention n'est même pas le BTP. Mais c'est quoi, Tamba, tu peux me regarder ça? C'est le commerce, je crois, le commerce général ou quelque chose comme ça. Alors voilà. Logistique, il y en a une qui intervient au niveau de la logistique. Il y en a une autre qui intervient... Continue là. Voilà, au niveau du commerce général. Au niveau du commerce général, est-ce que lorsqu'une entreprise n'a pas pour spécialité d'intervenir dans un domaine précis, est-ce que cette entreprise peut concourir, remporter le marché et peut-être la faire exécuter par une autre? Très bien. Alors, écoutez, le contraire aussi, souvent. Parce que ça se passe comme le ça. gré à gré, on vient après. Mais là, d'abord, l'identité même. Pour la question qui vient de poser, il y a un article, l'article 64 du Code des marchés publics, qui parle d'inéligibilité. Et vous savez comment c'est formulé? Ne peuvent ni postuler, ni en être attributaires. Ne peuvent ni postuler, ni être attributaires. Les grandes gueules. Les entreprises dont les capacités techniques ne sont pas vérifiées, les capacités financières ne sont pas vérifiées, n'ont pas d'identité, ne sont pas identifiables. Ne sont pas identifiables. Quand vous me parlez d'une entreprise qui est créée pour le commerce général, c'est très une clair. autre pour la logistique. Dire qu'il ne peut pas faire BTP, c'est de la palissade, ça. D'accord. Je pense bien. Il est créé pour faire du commerce général. Acheter le lait hollandais et le revendre à Madina. Il ne peut pas faire BTP. Donc, il n'a pas la capacité technique. Les grandes gueules. Ça, c'est déjà un. Et vous me parlez d'une ou de 2 entreprises qui ne sont même pas identifiables dans le fichier de l'APIP. Qui ne sont pas à jour
au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce qu'il faut être nécessairement à jour à la Caisse de sécurité sociale et sur le plan fiscal pour... C'est des conditions. C'est les conditions d'éligibilité. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Bien. Ce n'est pas facultatif. Très bien. Si on ferme les yeux dessus, c'est une faute. Très bien. Donc, puisque le sujet a été évoqué, je pense qu'on a besoin de ces précisions. Allez-y. Il peut s'agir de systèmes non à jour. Mais j'ai posé la question, le système est à jour. C'est ce qui nous pose ce problème. Je le dis encore précisément. Dans la base de données de l'APIP, la société Wagé et Frères, qui a bénéficié de ce marché par rapport à la maison centrale, le montant pour la société Wagé et Frères est de 13 milliards 205 millions 232 854 francs. Donc un peu plus de 13 milliards de francs guinéens. La société Wagé et Frères, son secteur d'activité, c'est bien le commerce général. Ouais. Un numéro de téléphone, et puis le siège social, c'est Kaloum. Et elle a été créée, en tout cas pour l'APIP, l'information que nous en avons, elle a été créée le 10 novembre 2016. Le 10 novembre 2016, cette société de commerce général a été créée, mais elle vient recevoir un marché dans le domaine du BTP, justement, pour un montant total de 13 milliards 202 millions et quelques. On poursuit. Ouais, mais peut-être une question également de ce côté-là. Est-ce que cette société-là qui bénéficie de ce marché-là peut sous-traiter, par exemple, avec une société évoluant dans le BTP? C'était ça ma question, mais c'était ça la question. C'est pas possible. Tu ne peux pas être soumissionnaire, tu ne peux pas être attributaire. Il nous le dit très clairement. D'accord. Et deuxième, mais Lamine, toi-même, tu ne donnerais pas de marché pour... Tu vas pas confier la conduite de ta voiture à quelqu'un qui ne sait même pas l'allumer. Ouais, vous voyez, ou un forgeron. Après, il y a des intermittents, voilà. Bref, et tu confierais ta voiture. Non, je te dis, il y a des intermittents. Non, tu confierais ta voiture, toi. Non, pose la question autrement. Oui. Tu peux aller soumissionner pour un marché des travaux publics. Mais non. Tu as une entreprise. Adafo, non, c'est pas possible. Voilà. Au nom de Adafo. Adafo est une entreprise, non? Ici, oui. Ici, on te dit que un importateur agréé, une entreprise agréée. Bien sûr. Adafo. Oui. Est-ce que ça suffit pour que vous puissiez postuler pour un marché de BTP? Ben non, pas du tout. Ou d'aéronautique, comme on fait la même chose. Le truc maintenant à l'aéroport qu'on l'étend. Ben voilà, donc vous voyez, on ne peut pas. Ouais. Et la deuxième société, la date de création, c'est bien le 25 premier mois, donc 25 janvier 2019. Ouais. Cette société a été créée, c'est bien Belco Logistique. Et Belco Logistique SARL a bénéficié d'un contrat de 17 milliards 367 millions 108 087 francs. Un peu plus donc de 17 milliards. Lamine, en fait, elle est dans la logistique. Elle ne construit pas. Et elle a bénéficié de ce contrat. Maintenant, ce qui va quand même me surprendre. Voilà, cette surprise, ça va venir à 11h. On continue le débat évidemment avec vous, mon cher Tamba Zakari Milimono. Très bien. Mara posait la question à notre expert. Est-ce que une entreprise qui ne figurait pas, qui n'existait pas dans la base de données officielle de l'APIP, il faut quand même dire à nos auditeurs que l'APIP, c'est l'Agence guinéenne pour la promotion des investissements privés. C'est aussi le guichet, si vous voulez, le guichet unique de création des entreprises de la République. Alors, oui, on peut exister au départ, au préalable, sans exister dans la base de données, mais le travail de l'APIP, et l'invite, et nous tous, nous avons suivi, au-delà des communications, les caravanes de formalisation qu'il y a eu. D'abord, ça c'est la formalisation, mais d'enregistrement aussi des entreprises qui ne seraient pas dans la base de données de l'APIP. Et donc, l'idée, elle est simplement incitative. Vous n'avez pas accès au marché public si vous n'êtes pas dans la base de données, donc si vous n'êtes pas reconnu par l'instance que l'État à laquelle l'État a confié la gestion des entreprises en Guinée. Et donc, c'est ce qui nous a conduit à l'APIP pour savoir est-ce qu'effectivement ce sont des entreprises qui existent. Parce que nous sommes dans un pays où des entreprises fantômes ont accédé à des marchés publics et où ils ont pu avoir de l'argent. On souhaitait vérifier ça. Là où on a créé une entreprise, Ntenendjene et frères. Ngabuntu Radi, frère. Des sociétés. Voilà. Donc, rapidement, je disais donc, au début, je parlais de la société Wagé, qui est dans le commerce général, avec date de création et tout. Là, je parlais de Belco Logistique, qui est dans la logistique,
qui a quand même eu un marché de plus de 17 milliards auprès de Charles Wright. Charles Wright, l'homme de la justice, l'homme le plus droit, et auprès de qui il n'y a pas de fraude. L'ombre d'une malversation ne tourne pas autour de ce monsieur, mais c'est chez lui que cette société-là, qui est dans la logistique, accède à un marché de près de 20 milliards, hein, elle qui est dans la logistique, pour la construction pour des travaux publics. Et si vous n'êtes pas étonné de ça, permettez-moi de l'être. La mine, il y a une autre société qu'on a recherchée. C'est bien le groupement WALP GIE. C'est un groupement d'intérêt économique qui est là et qui a bénéficié d'un marché de 10 milliards, 634 millions et brou là-dessus. Alors, cette société-là, on a demandé à savoir est-ce que ça existe à la pipe. La mine, on l'a vérifié 3 fois. Une première fois, regardez ce que ça nous donne. Ça nous dit, cette entreprise n'existe pas dans notre base de données. Il y a le mot de la base de données qui est là. Vous pouvez utiliser ce nom pour créer votre entreprise néanmoins. Donc on dit néanmoins, voici la liste de noms similaires déjà créés. Les grandes gueules. En d'autres termes, c'est un nom qui n'est pas encore pris. Bien. En clair, ça n'existe pas, en tout cas pour la pipe. 3 fois, on a vérifié si ce n'était pas une erreur. Cette entreprise, c'est revenu qu'elle n'existe pas dans les livres de la pipe. Bon, on dit les passateurs ou les passeurs de marché. Les passeurs de marché, je voulais aggraver un peu ça, mais bon, les passeurs de marché, voyez ce que vous avez fait. Je veux terminer avec ECM, donc ça c'est la dernière entreprise, c'est bien ECM BTP. Bien. Eux, ils ont dit qu'ils sont dans le BTP. Bon, il nous fallait vérifier quand même. La mine, même réponse. Cette entreprise n'existe pas dans notre base de données. On vous dit, si vous voulez créer une entreprise, vous pouvez utiliser ce nom. Ouais. C'est l'APIP qui le dit. Et donc, si aujourd'hui, vous souhaitez créer une entreprise, ECM-BTP, allez-y à l'APIP, c'est un nom libre. L'APIP vous le donne et cette entreprise-là sera obligée de changer de nom si elle existe. Je termine, Lamine, avec la question, parce qu'il disait, dans les livres fiscal et si vous voulez, et social, une entreprise doit pouvoir non seulement être enregistrée à la Caisse nationale de sécurité sociale et être à jour dans ses contributions pour ses employés. Au niveau du fisc, vous devez pouvoir payer vos impôts et être à jour. Sur les impôts, nous reviendrons très prochainement avec le détail sur ces entreprises. Voici l'information qui nous est revenue. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, la société Wagué et Frères Sarlu est identifiée. Donc, elle est immatriculée et elle cotise. Mais elle a un solde débiteur. Elle n'est pas à jour. C'est ce qui nous est revenu. Alors, la société Belco BTP est aussi immatriculée et cotise, malgré un solde débiteur. Les deux sociétés dont parlait Mohamed Mara, c'est l'information qui nous est revenue, sauf information contraire de dernière minute. Mais jusqu'à dernièrement, c'est-à-dire à peine 72 heures, voici la situation dans laquelle on était. Maintenant, les deux là. Les deux, parce que Belco et BTP, ça va, ils existent, à la pipe, ça va. Maintenant, les deux qui n'existent pas, ECM BTP et le groupement WALP GIE, non seulement à la pipe, on ne trouve pas leurs traces, mais au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'information qui nous est revenue, c'est qu'elles n'ont pas été retrouvées dans leur base de données. C'est légitime. C'est logique. On n'a pas dit les zombas là-bas, mais on ne les a pas retrouvés quand même. Parce que si vous n'avez pas été retrouvés à l'APIP, si pour l'APIP vous n'existez pas, ce qui n'existe pas ne peut pas contribuer. Bien. Donc, on le dit encore une fois. Je veux, avec toute la prudence qu'il y a autour, redire que ces sociétés n'ont pas été retrouvées dans la base de données de l'APIP et elles n'ont pas été retrouvées dans la base de données de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais elles ont bénéficié l'une et l'autre de 10 milliards, 600 et quelques millions et de 7 milliards comme ça. Bien. C'est parti de cette façon. Voilà. On parle de marché gré à gré. Oui, on revient là-bas parce que justement, tu as dit la pédagogie, il faut faire de la pédagogie. Ouais. Je reviens donc aux interrogations de notre collègue Babila. Ouais. Il avait dit ceci. Autour de ces contrats, plusieurs questions se posent, notamment le choix de la dérogation appel d'offres restreint en lieu et place à la règle appel d'offres ouvert.
Les travaux subventionnés obéissent-ils aux exigences des dispositions relatives à l'appel d'offres restreint selon le Code des marchés publics? L'ex-ministre de la Justice aurait-il des liens avec les entreprises contractantes? Sur quel argument la Direction générale du contrôle des marchés publics a fait passer ces contrats par appel d'offres restreints à l'approbation du ministre des Finances? Pourquoi ce fractionnement des marchés de même type portant sur un même établissement? Les montants des travaux ont été décaissés à quelle hauteur? Et quel est le niveau d'exécution des travaux par les différentes entreprises? Et il termine par ceci. Ce sont entre autres questions et d'autres auxquelles nous allons tenter de répondre dans les jours à venir. Ouais. C'est la fin de l'article de Babila pour lequel il est suspendu pour 6 mois. Bien. Les réponses aux questions, c'est ce que nous sommes en train de donner. C'est ce que Tamba a donné tout à l'heure avec cette vérification au niveau de l'APIP, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et évidemment, Babila avait ses réponses. Il avait à les donner dans son prochain article. Tu me permets? Ça, c'est la pédagogie pour l'opinion qui nous écoute. De toutes les façons, il est déjà sanctionné, mais ça, c'est important à préciser. Tu me permets, Lamine, juste avant de donner la parole à notre invité. Tu fais bien de relever cela, mais je veux relever quelque chose. C'est que la HAC est allée tellement loin qu'elle a suspendu l'organe de presse. Oui, elle ça, a suspendu le site pendant 6 mois. Or, on a la liste ici, hein. On a la liste, c'est pas inventé. Babila n'a rien inventé. Les enquêtes portent sur l'ensemble des départements publics, dont des départements ministériels et toutes les institutions républicaines, y compris la HAC. Les grandes la HAC, par exemple, Babila a même déjà rencontré le président de la HAC pour poser des questions sur les travaux d'extension de la HAC qui sont en cours. Parce qu'on a vu des traces de crédits, notamment portant sur la construction, on ne sait pas de quoi appartenant à la HAC, mais dans 4 régions à l'intérieur du pays. Bien. Il est allé poser la question. Nous, on a décidé de reprendre l'enquête parce qu'on ira voir le président de la HAC pour chercher à comprendre ce qui se passe. Je veux juste lire ceci sans commenter. Là, je vous parle de la loi qui encadre la corruption justement en Guinée. À l'article 63 dit ceci. Un journal d'investigation, chez nous, on dit organe de presse. Eux, ils disent ici un journal d'investigation. Lorsqu'il contribue à révéler sur la base de preuves ou d'indices concordants des affaires de corruption, ne peut faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte, ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article en cause. Les dénonciations des cas de corruption faites par la presse sont des révélations crédibles, susceptibles d'être évaluées ou vérifiées de façon à permettre des poursuites judiciaires, sous peine d'engager la responsabilité de leurs auteurs. Les grandes gueules. Article 65, je termine. En cas de classement sans suite par le procureur de la République de l'une des affaires de corruption, les plaignants peuvent, dans les conditions prévues par la loi, se constituer partie civile. Bien. Mais c'est clair, il ne peut pas y avoir de censure, il ne peut pas y avoir de suspension, il ne peut y avoir de poursuite d'aucune forme. Au moins c'est clair. Dans on va donner la parole à notre invité. Dans la mesure où la justice elle-même a déjà pris un acte, une décision de justice pour dire on ouvre une enquête. Voilà, Monsieur Touré, il faut le rappeler, hein, c'est l'expert évidemment avec nous ce matin dans cette émission. Allez-y, madame. En pareille circonstance, Monsieur Touré, vous avez vu que ces cadres qu'on a écoutés par exemple dans ces audios, dans cet audio-là, ont été convoqués, je veux dire, du côté de la CRIEF, mais par la suite purement et simplement relaxés. À part la CRIEF, que pourrait faire en pareille circonstance l'autorité de régulation des marchés? Merci beaucoup, madame. C'est justement sur cette question que je voulais rebondir. Mais avant de rebondir, Lamine a dit c'est avec pédagogie que nous faisons cet exercice. D'autres sont revenus dessus. Moi, je voudrais dire, au lieu de la pédagogie, allons à l'andragogie. La pédagogie, c'est destiné pour les enfants, les apprenants. Si vous remarquez, tous les acteurs de la commande publique sont des adultes. 1. 2. Tous les acteurs de la commande publique sont des gens qui savent. Les grandes gueules.
Ils savent. Et ils maîtrisent même le code des marchés publics. Nous avons écouté l'audio. Les gens sont dit, nous avons contourné, on a fait ceci, cela, pour nous couvrir. C'est-à-dire, ils savent, ils font exprès. Quand c'est à une telle population que tu fais face, tu fais de l'andragogie. Pour lui dire, tu connais, mais je te le dis, je te le rappelle. Alors, toutes les questions qui ont été posées ici sont des questions légitimes. Et le code le permet. Le code le permet de telle manière, pour aller à votre question, madame, quand il y a des infractions, des irrégularités, des anomalies en marché public, il y a deux voies. La première, c'est quoi? C'est les recours des candidats soumissionnaires ou titulaires s'estimant lésés. Et ils font d'abord le recours préalable à l'autorité contractante, que ça prospère ou pas, s'ils ne sont pas satisfaits, ils font le recours à l'ARMP. 1. 2, et c'est ce qui est important, vous êtes dans cette phase-là, c'est les dénonciations. Le code permet de dénoncer les grandes tout gueules. manquement au code des marchés publics. Le code permet de le dénoncer. Et le code va plus loin. Le code précise même les manquements avant qu'on ne passe le marché, pendant que le marché est en train de passer et après que le marché a été passé. Avant, pendant et après. Ouais. Le code le précise. Ouais. Non seulement le code le précise, mais le décret 154, qui est le statut de l'ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. Des marchés publics. Ouais. Qui a aujourd'hui une compétence juridictionnelle. Juridictionnelle. Compétence juridictionnelle. Bien. Décision de l'ARMP, qu'on les respecte ou pas, le texte existe, hein, qu'on le respecte ou pas, a le poids d'une juridiction, comme un tribunal de première instance. La loi existe, la loi 08 de mars 2023. Ça a le poids d'un arrêt qu'un juge de TPI rendrait. Bien. Si on veut le contester, on va à la cour des... Donc, écoutez, ces dénonciations-là, la loi permet que, même si, par exemple, vous êtes en train d'organiser une émission, vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle les indices concordants. C'est quoi en réalité ces indices concordants? La loi dit, voilà 4 conditions dans lesquelles on peut passer un marché de gré à gré. Si les 4 conditions ne sont pas respectées, il y a des indices concordants qu'il y a une fraude. La loi dit on ne peut pas subdiviser les crédits pour faire le fractionnement. Si les grandes gueules. Il y a un indice concordant. Ouais. L'indice concordant, c'est quoi? En l'absence d'une flagrance, vous prenez comment? Un flagrant délit. Tamba que j'avais dit, Tamba et compagnie. Ouais. Bon, Tamba et frère. Vous n'avez pas pris Tamba et frère la main dans le sac. Ouais. Mais vous avez remarqué qu'il n'est même pas enregistré à l'APIC. Je vois. Qu'il n'a pas cotisé. Ouais. Il ne doit ni postuler, ni être attributaire d'un marché public. Il y a un indice concordant. Bien si sûr. on lui a donné un marché, qu'il y a fraude là. Bien. Alors, il y a violation du code. Bien, vous faites bien de rappeler marché à gré, pardon. La saison de pluie est là. Vous allez entendre dans pas longtemps au ministère des Infrastructures, évidemment, des urgences. Oui. Et là, ça va pleuvoir dans tous les sens. Marché gré à gré. Est-ce que c'est une raison suffisante? Travaux d'urgence. Des grandes Est-ce que l'urgence
tel que, justement, quoi, est-ce que l'urgence que vous connaissiez en Guinée, est-ce qu'un motif suffisant, pour tordre le cou aux procédures et procéder par gré à gré, par entente directe, je sais plus moi. Déjà, peut-on parler de travaux d'urgence lorsque les mêmes travaux de même nature sont répétés chaque année? Déjà, avant la saison des pluies, le ministre on sait qu'on doit curer... Il a évoqué ça. Voilà. Déjà, on doit curer les caniveaux, on le sait, on doit débarrasser les points de collecte, ainsi de suite. Des grandes gueules. On peut les appeler travaux d'urgence. Parce que normalement, c'est répétitif et chaque année, ça revient. Il y a un conseil des ministres, d'ailleurs, le président, je veux dire, ils ont évoqué ça récemment en conseil des ministres, jeudi dernier. C'est comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut nommer un chien gladiator? Ça existe, hein, mais bien sûr. Mais on peut lui donner le nom, sauf qu'il n'est pas un gladiateur. Ouais. Ce chien-là. Ouais. On peut lui donner le nom, ouais, sauf qu'il n'est pas un gladiateur. Ouais. Écoutez, le Code des marchés publics parle de 3 urgences. Ouais. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas attendre un travail qu'on doit faire dans 10 mois. On attend 8 mois, ou bien qu'il ne reste que 2 semaines, pour rendre compte. Mais c'est des pratiques qui existent quand même, M. Touré, vous êtes en Guinée. C'est de la violation. C'est de la violation. Écoutez, 3 urgences. Il n'y a que 3 urgences en marché public. Et les 3 urgences, 2 peuvent conduire au gré à gré. Il y a un qui ne peut absolument pas être utilisé pour le gré à gré. C'est l'urgence simple. On commencera par ça. L'urgence simple. Qu'est-ce que vous appelez l'urgence simple? L'urgence simple, c'est quoi? Faute d'argent, on a attendu. On n'a pas curé. Faute d'argent. Faute de crédit. Parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas passer aussi un marché faute de crédit. Mais bien sûr. Quand les crédits sont absents, aucune procédure de marché public ne peut être déployée. Maintenant, il y a eu de l'argent. Mais la saison est telle que vraiment, il faut aller vite. C'est une urgence simple, ça. On ne fait pas le gré à gré. On ne fait pas la consultation restreinte. On fait l'appel d'offres ouvert. Seulement, qu'est-ce que la loi dit qu'on peut faire? On restreint les délais. On réduit les délais. Un appel d'offres ouvert, et l'avis est lancé pour 30 jours quand c'est un marché de concurrence nationale. Quand c'est de concurrence à l'international, c'est 45 jours. Dans ces conditions, les 45 jours, on les réduit à 15 jours, ou bien les 30 jours, on les réduit à 10 jours. Bien. Pour donner un avis de non-objection, la Direction générale du contrôle a 1 à 12 jours. C'est la loi qui le dit. Vous demandez un avis de non-objection, la loi dit que la direction a 1 à 12 jours pour donner son avis. C'est-à-dire qu'elle peut attendre jusqu'au 12e jour pour donner l'avis. Mais quand il y a urgence simple, on peut réduire ça de 1 à 3 jours. Voilà l'avis et l'urgence simple. Les 2 autres qui conduisent au gré à gré, c'est l'urgence extrême, n'est-ce pas, qui ne peut pas arriver à tout moment. Il faut absolument que le marché ait été attribué à une entreprise qui n'a pas été capable de conduire jusqu'au bout, comme je donnais l'exemple de l'école décoiffée, n'est-ce pas? À l'ouverture, il faut que l'école soit prête et fréquentable par les enfants. Alors, il y a urgence extrême. Urgence extrême. Il y a maintenant urgence, comment dire ça? Les cas de force majeure? Oui, les cas de force majeure. Ça, c'est comme les catastrophes naturelles? Ça, c'est la dernière urgence. D'accord. Là, on va, comme on l'a dit tout le temps à vos antennes, il y a une route qui a, il y a eu un déboulement, un pont qui a cédé. Il ne faut pas que les usagers en souffrent. On fait tout de suite un gré à gré, on ne passe pas par 1000 chemins. Et puis c'est terminé. Voilà les cas d'urgence. Bien. En dehors de ça, on ne parle pas d'urgence en marché. Mais le cas de la transition, où on dit que la transition est quand même soumise à un délai. On sait que la transition a une durée et on a envie d'aller vite. Est-ce que ça ne... Et puis une prison, est-ce qu'il n'y a pas une technicité spécifique
pour construire, par exemple, une prison, est-ce que tout le monde peut être appelé à on est pris par le temps. Je ne vous souhaite pas d'aller à la maison centrale, hein, mais c'est une maison simple, comme toutes les maisons. Bien. Allez, merci beaucoup en tout cas. Je voulais, Lamine, pour boucler en 30 secondes, cet épisode-là, je voulais quand même avoir votre avis d'expert sur le processus d'attribution de marché autour de cet ouvrage à la maison centrale. Vous avez suivi certainement cette actualité. Oui, vous l'avez suivi. Babila, aujourd'hui, est suspendu d'exercer. Son site aussi. Vous qui êtes un expert, c'est quoi votre avis général? Si vous deviez apprécier ça en quelques mots, qu'auriez-vous dit? Les marchés, selon l'article de Babila, les marchés sont passés par deux voies, hein, la consultation restreinte et le gré à gré, je pense. C'est ça. Ni l'une ni l'autre des procédures ne peut être appliquée à ces travaux. Dites-moi pourquoi. Si c'est la maison centrale, c'est-à-dire un bâtiment comme celui que nous sommes en train d'occuper là, à la différence que ce studio n'est pas une cellule, hein? Si une chambre de cette dimension se retrouve à la maison centrale, on l'appellera cellule. Hein? Ici, on l'appelle studio. C'est la différence seulement qu'il y a d'usage. La différence d'usage. Mais pas la différence de technologie et de technique de construction. Bien. Dans ces conditions, la consultation restreinte ne peut s'inviter en marché public que quand il y a des spécificités techniques très prononcées. Et que seulement, même quand c'est compliqué là, si tout le monde le possède, on ne va pas à la consultation restreinte. Mais quand c'est un nombre restreint d'entrepreneurs qui possèdent ces technologies, ces techniques, on va à la consultation restreinte. Je ne pense pas que ce soit le cas. Bien. Si nous arrivons, nous regardons les 4 conditions du gré à gré, ce n'est pas ça aussi. Faisons par élimination. Est-ce qu'il y a eu urgence extrême pour faire ces travaux? Non. Non. Est-ce que c'est secret défense? Non. Est-ce que c'est un seul entrepreneur qui peut réaliser ces maisons-là, ces travaux-là? Non. Alors pourquoi on va utiliser le gré à gré? Donc c'est la marmaille. Voilà, Monsieur Touré, c'était un plaisir de vous avoir dans ce studio, sincèrement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. On vous aura forcément sur nos antennes, ça c'est sûr et certain. Les grandes gueules continuent dans un instant, mesdames et messieurs.